Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà plus d'une centaine connectés à ce webinaire du lancement officiel de la plateforme de l'innovation de la place pardon de l'innovation urbaine. On est très heureux de vous accueillir pour ce lancement officiel de cette grande concertation nationale. Je m'appelle Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de Cap Digital. Cap Digital qui porte ce projet de concertation autour de l'innovation urbaine en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et le CEREMA et avec l'implication d'une trentaine d'acteurs de premier plan dans le champ de l'innovation urbaine réunis au sein d'un comité opérationnel qui lead et qui guide le projet. Au programme ce matin, on va avoir 1h30 de présentation, de démonstration et d'échange autour de cette concertation qui débute aujourd'hui officiellement et qui sera conduite jusqu'à la fin de l'année 2020. Avant de vous présenter le déroulé et les intervenants, des petites indications pratiques. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions pendant les interventions. Et pour ce faire, on vous invite à les poser dans l'onglet questions qui est juste à droite de la page. Et sur l'onglet chat, n'hésitez pas aussi à intervenir pour du small talk si vous avez des petits problèmes de connexion ou si vous voulez juste rebondir ou partager quelques liens. Évidemment, n'hésitez pas à participer à la discussion via l'onglet chat. On se gardera différents temps autour de l'intervention et de cette heure et demie de présentation pour répondre aux questions. On ne va pas répondre à toutes les questions à la fin, on se gardera différentes séquences de questions-réponses. Voilà, pour commencer peut-être le déroulé de cette heure et demie d'échange, on va commencer, et on avait envie d'introduire cette séquence de présentation avec un temps d'inspiration pour se plonger dans ce vaste sujet qu'est l'innovation urbaine. Et pour ce faire, on a invité deux intervenants que vous voyez à l'écran à mes côtés. Yves Le Stanlen, directeur IMEA, donc Europe, Middle East, Africa, d'Element AI, une scale-up canadienne bien connue, spécialisée en intelligence artificielle. Bonjour Yves. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Et avec vous, on fera un petit retour sur l'étude d'impact sur les droits de l'homme que vous avez conduite autour du projet de quartier du futur Quayside dans la ville de Toronto, un petit temps d'inspiration internationale. Puis ensuite, nous aborderons avec Alban Godard. Bonjour Alban. Bonjour Alban, vous êtes consultante indépendante et directrice de l'Urban Lab de Paris Senco. Et avec vous, on reviendra sur les grands enjeux de l'expérimentation dans la conduite de projets d'innovation urbaine. Voilà, ça sera le premier temps qui durera environ 30 minutes. Puis on passera à proprement parler à la présentation de cette concertation Place de l'innovation urbaine avec Charles Huot, le président de Cap Digital. On vous fera une démonstration du site avec mon collègue François. On passera ensuite à une présentation de l'implication du CEREMA dans le projet et une présentation des ateliers territoriaux qui seront proposés en région pendant les 3 prochains mois avec Florent Boitias et Olivier Bachelard du CEREMA. Et enfin, on se gardera un mot de conclusion avec Jean-Marie Kemener, chef de bureau des opérations d'aménagement à la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de la Transition écologique. Voilà pour le programme. Sans plus tarder, je vous propose de commencer avec donc ce petit temps d'inspiration et de perspective internationale et d'actualité. Avec vous, Yves, on avait envie de parler un petit peu de ce projet Quayside, ce projet de quartier du futur à Toronto, qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, pour mémoire, c'est un projet qui a été conduit par Sidewalk Lab, la filiale d'Alphabet, la maison mère de Google, un projet qui a été abandonné par la municipalité de Toronto au printemps dernier. Et ce qui nous intéresse, c'est que vous avez mené, vous, à la demande de la ville de Toronto, une étude d'impact sur les droits de l'homme du projet Quayside. Et j'avais envie de commencer par cette question, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment une société d'analyse de données et d'intelligence artificielle comme Element AI en est arrivée à travailler sur ces enjeux d'éthique et d'impact sur les droits de l'homme d'un de ces projets de ville dites intelligentes. Donc, répondre à cette question et peut-être même commencer, Yves, si vous le voulez bien, par une brève présentation de ce qu'est Element AI. Oui, merci beaucoup. Donc, en quelques mots, Element AI est une société qui a été fondée il y a 4 ans à Montréal, au Québec, et dont le but est de venir introduire une intelligence artificielle responsable au sein des grands systèmes, les grands secteurs industriels.
Donc, on est plus dans ce qu'on appelle le B2B, le monde des affaires, donc dans la supply chain, les services bancaires, le manufacturing, ou en fait des secteurs pour lesquels il y a des enjeux qui sont systémiques, avec plusieurs parties prenantes, avec beaucoup d'interactions et de data qui sont nécessaires, et pour lesquels c'est extrêmement complexe de gérer cette donnée, de gérer des prises de décision, de gérer automatiquement, si possible, ces prises de décision. Et finalement, quand on prend ces aspects-là, on voit que la ville de demain va aussi avoir les mêmes caractéristiques d'interconnexion systémique, beaucoup de parties prenantes. Et quand on a ça, on a aussi le monde de la régulation, le monde du secteur privé, du secteur public, académique, etc. Donc finalement, la transposition de ce pourquoi on a créé Element AI dans les services financiers, dans le manufacturing, dans l'énergie, etc., à la ville de demain a beaucoup de sens. Et nous, on l'avait regardé d'un aspect assez technologique, puisque qui dit intelligence artificielle dit évidemment données, dit gouvernance de la donnée, dit collecte de la donnée. Donc, on voit que tout ce qui est Internet des objets ou les grands systèmes de télécom qui viennent finalement supporter à peu près tous les grands systèmes de transport, d'énergie, de gestion de l'eau, gestion de la sécurité, gestion du bien-être, ont ces caractéristiques-là aussi. Donc, Element AI, aujourd'hui, a à peu près 400 personnes dans le monde. On a été bien financé puisqu'on a fait 2 rondes d'investissement qui s'élèvent à 250 millions d'euros, qui nous ont permis de travailler très sérieusement sur le milieu académique et de trouver les méthodologies et les outils pour venir faire passer des priorités stratégiques en outils basés sur l'intelligence artificielle responsable qui sont dans les opérations. Donc, c'est vraiment pour ça, avec ces enjeux de bonne connaissance de l'état de l'art en ce qui concerne la recherche, de compréhension de la donnée, de la gouvernance de la donnée et de la mise en opération, comment cette technologie est utilisée, qu'on a été amené à se poser des questions sur finalement quels étaient pour nous les impacts de notre technologie sur les usages, sur l'évolution de la société, sur les droits humains. Et on fait des interventions et des contributions auprès des différents organismes publics et gouvernements. On participe aussi beaucoup au Conseil de l'Europe, par exemple, à la Commission européenne, le comité d'experts sur l'intelligence artificielle, à l'OCDE, à l'UNESCO. On aide par l'angle de l'expertise en données en intelligence artificielle, finalement, les politiques publiques et ceux qui ne sont pas forcément des experts en techno, à comprendre comment il y aura un impact de ces technos et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Et une des questions, c'est est-ce qu'il faut réguler? Est-ce qu'il faut réglementer ou est-ce qu'il faut laisser la technologie finalement avoir libre cours? Mais c'est dangereux. Une technologie surtout naissante, que l'on ne connaît pas bien, peut avoir des dérives. On l'a vu à travers par exemple, la reconnaissance faciale, qui a des applications indéniables, qui permet de résoudre des choses dans différents domaines, encore une fois, de manière indéniable. En revanche, quand c'est utilisé pour d'autres fins, par exemple pour de la surveillance, pour du traçage de personnes, on peut se poser des questions. Et là, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on doit empêcher l'innovation de se créer, c'est quels sont les contours, quelles sont les bornes que l'on souhaite donner à cette technologie. Et ça, c'est important parce que là, on est au cœur finalement de l'assessment, de l'évaluation que l'on a eu à faire à Quayside, le projet du bord de lac de Toronto. C'est comment on peut laisser expérimenter une technologie, des technologies, en définissant dans l'espace, dans le temps et sur les applications des usages donnés, c'est-à-dire qu'on fabrique, on garde l'avance sur la technologie, on ne s'empêche pas de la développer, mais attention, les régulateurs, les expérimentateurs, les technologistes, les décideurs des pouvoirs publics doivent être à la table, doivent comprendre par itération successive, mais dès le début, quels sont les enjeux, comment on peut les contrôler, est-ce qu'on peut les contrôler, et ainsi permettre de l'innovation sereine
de l'innovation qui va aussi respecter la loi. Et je tiens à rappeler que en ce qui concerne les droits humains, à la fois les gouvernements, mais aussi les entreprises privées ont des devoirs et des droits. Et ce ne sont pas les mêmes. Les entreprises privées sont tenues de respecter les droits humains, tandis que les gouvernements sont tenus de la mise en œuvre de ça, de respecter évidemment et de s'assurer de protéger les citoyens. Donc il y a quand même des enjeux même légaux aujourd'hui avec le droit qui existe qui sont majeurs. Alors peut-être des amendements à proposer pour encore une fois mieux maîtriser ça, mais les droits sont déjà là. Donc ça a quand même des enjeux fondamentaux au niveau international, donc en Europe, donc en France, dans nos régions, dans nos villes, pour s'assurer qu'on est bien conforme à ces aspects-là. Mais ça a aussi des enjeux d'adoption. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans les villes intelligentes qui définissent de manière très technophile les villes de demain sans considérer les usages. Je crois qu'Alban reviendra beaucoup plus sur les usages, donc je donne un spin un peu plus technophile ici. Mais la priorité va d'abord aux usages, aux citoyens, à la ville, comment on vit dans la ville de demain, avant la techno qui n'est là que pour venir soutenir ça, améliorer ça dans des cadres donnés. Et donc, c'est à travers ça qu'on s'est penché de manière très sérieuse sur l'évaluation du respect des droits humains sur un projet de ville intelligente. Un projet qui n'était pas un projet qu'on peut qualifier d'hors-sol, né par la technologie. C'était certes de la technologie introduite dans un quartier avec des urbanistes, avec des concepteurs de la ville, des bâtiments, des architectes de demain. Donc, il y a eu énormément de sondages de la population. Il y a eu beaucoup de travail qui avait été fait en amont. Et ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi pour différentes raisons. Le projet, effectivement, a été abandonné. On peut aussi donner un projet assez similaire qui était le fameux siège social numéro 2 d'Amazon à New York. Donc, il y a ces traits qui sont là. Et on ne peut pas penser qu'il y avait nécessairement de la mauvaise volonté des gens qui ont mis ça en place. Au contraire, je crois. D'ailleurs, dans les propositions de la filiale d'Alphabet, de Google, Sidewalks Lab, et j'invite peut-être ceux qui sont intéressés à regarder leurs propositions, leurs dossiers, qui étaient quand même intéressants. Il y avait des considérations de respect de la vie privée concernant la donnée, avec des engagements de ne pas partager cette donnée, de ne pas définir de publicité autour de la donnée, que ce soit pas utilisé, que ça soit pas revendu, que ça soit pas utilisé à des fins de surveillance. Mais là où le bas blessait un petit peu, c'est que tout ça dépendait de la capacité déclarée, autodéclarée et anticipée de Sidewalks Lab à être capable d'anonymiser, je sais pas le mot en français, désidentifier ces données-là, mais avec tous les risques qu'on connaît aujourd'hui de réidentification possible quand on croise les données. Donc, il y avait quand même certaines limites et donc on a cherché à regarder ça de manière un peu plus large. Les droits humains, alors c'est compliqué. Comment respecter les droits humains? Il y a les Nations Unies qui ont défini quelques méthodologies. Plus que les résultats, c'est vraiment la méthodologie qui est intéressante. Et on se rend vite compte que si une bonne approche, un bon proxy pour regarder les droits humains est de considérer la gouvernance de la technologie, la gouvernance de la donnée. Parce qu'il y a un des droits qui est le droit à la vie privée qui est fait. Et quand on fait un projet comme ça, il y a non seulement les habitants qui, eux, peuvent se dire, bah oui, moi je suis OK, je souhaite habiter là, dans un quartier moderne avec la technologie, je suis consentant pour partager les données. Mais on sait bien que le consentement a connu ses limites aussi. Ça a été évalué, hein, vous l'avez vu, à 244 heures qu'aurait besoin d'une personne relativement qualifiée. On fait un peu d'études pour lire toutes les petites notes qu'on accepte automatiquement quand on partage nos données à des applications, à vos applications favorites. Donc, on voit bien que ça a les grandes limites. On peut demander ça à personne. Mais il n'y a pas que les habitants qui sont concernés. Il y a aussi les gens qui y travaillent. Il y a les gens qui sont de passage. Il y a les gens qui construisent cette ville. Et donc, on a regardé
On peut pas trop donner les détails puisque, comme vous l'avez dit, le projet a été arrêté. Il y a encore un petit peu de contentieux là-dessus, mais néanmoins, il y a des leçons qui sont très intéressantes sur cette gouvernance de la donnée, gouvernance de la techno, et sur le fait que quand on vient construire une ville comme ça, il y a l'aspect, évidemment, développement durable. Et dans ce projet-là, il y avait énormément d'objectifs qu'on appelle les ODD, objectifs de développement durable, qui étaient considérés. Du recyclage, l'utilisation du bois maîtrisé, tout ce qui est acheminement, gestion des déchets, etc. Tout ça, c'était assez bien respecté. En revanche, quand on considère tous les gens qui y travaillent, quand on considère les handicaps, l'approvisionnement en bois, où est pris ce bois? Vous savez qu'au Canada, on a aussi les considérations des Premières Nations qui souvent possèdent les territoires sur lesquels il y a le bois et par lesquels on achemine le bois. Est-ce que tous ces droits-là sont respectés? Et il se trouve que Quayside se trouvait sur un territoire indigène, un territoire de Premières Nations, enfin de plusieurs Premières Nations, donc il y a eu d'autres considérations. Et vous allez me dire, en quoi les gens qui sont en France sont intéressés par ça? On peut transposer ça finalement au droit écologique aussi. Donc prendre en considération assez vite ces aspects-là paraît primordial. Et est-ce qu'on vérifie qu'on respecte ces aspects? Donc, on a mis en place cette méthodologie, on a identifié des soucis, on a travaillé avec les différentes entités, Sideworks Lab et les pouvoirs publics de la ville de Toronto qui fonctionnaient très bien ensemble. Mais on voyait que quand on prenait le problème au-delà du citoyen, mais vraiment tous ceux qui transitent, etc., très vite, on observait que la donnée n'était pas contrôlée. Et puis, si je fais un recyclage de mes déchets ou si j'ai une optimisation de mon énergie, est-ce que ma vie privée est respectée? Je ne vais pas aller dans l'histoire des compteurs qu'on a en France avec Linky, etc. C'est un débat qui peut être similaire, mais est-ce que on a la maîtrise de la donnée? Est-ce que ceux qui possèdent la donnée sont ceux qui l'utilisent, sont ceux qui, au final, à travers les différents usages et logiciels qui vont comporter des renseignements sur cette donnée, on va maîtriser les choses. Donc, on voit que là, on a un cadre à fixer qui prend différentes parties prenantes. Encore une fois, le milieu académique et notre étude avaient impliqué 40 experts du monde entier pour réaliser ça. Donc, Elementai était le coordinateur, figure de proue. On avait quelques experts dans la maison, mais on a aussi veillé à avoir une très grande diversité d'avis, d'Australie en passant par la Grande-Bretagne, la France et le territoire américain. On avait vraiment fait quelque chose de très divers. Et c'est ça qui nous a permis de mettre en place une méthodologie que l'on partage, que l'on va partager bientôt dans un rapport qui sera public et je vous le ferai partager à travers vos réseaux, parce que c'est ça aussi qu'on va reprendre au niveau européen. Donc, on pousse un petit peu ces aspects-là. Gouvernance de la techno, gouvernance des usages, avec des cas très factuels et une méthodologie qui est hautement réapplicable. Donc, on pourrait discourir très longtemps là-dessus. Je vais peut-être laisser un peu de place à des questions un peu plus tard. Et puis à Alban, qui nous présente une vision un peu plus orientée usage et urbanisation, qui est encore une fois par là qu'on doit commencer. Mais attention à la technologie. Il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais travaillons ensemble pour veiller à ce qu'on la maîtrise. Mais merci beaucoup Yves, merci, c'est passionnant, vraiment. C'était une première entrée, évidemment c'est très court. Je précise que on a prévu mardi prochain à 17h de prolonger cette discussion avec vous, avec 1 heure d'échange. Donc pour ceux qui sont intéressés et qui restent un petit peu sur leur faim, je suis le premier concerné. On se retrouve mardi prochain à 17h. On vous enverra évidemment le lien. Et puis merci d'avoir fait la transition avec Alban. On est vraiment ravis de vous accueillir, Alban, pour recentrer à une échelle aussi un petit peu plus locale sur l'importance de l'expérimentation dans les projets d'innovation urbaine, qu'ils soient technologiques ou qu'ils soient assez peu technologiques, voire même low-tech. Pourquoi est-ce que dans ce grand continuum du développement de l'innovation, idéation, conception, expérimentation, déploiement, pourquoi est-ce que l'expérimentation est peut-être plus que dans tout autre secteur aussi important quand on parle d'innovation urbaine?
Alors, en effet, c'est vraiment un sujet qui est fondamental. Finalement, quel que soit le secteur, quand on invente un nouveau produit ou un nouveau service, on se rend compte que la preuve de concept en conditions réelles, ou ce que moi j'appelle l'expérimentation, est une étape finalement cruciale du processus de conception. C'est un peu un point de passage qui permet de se poser les bonnes questions et d'essayer d'y répondre. Que l'on soit entrepreneur, donc d'un côté du spectre de l'innovation, ou le futur acheteur, ou le futur euh, euh, la future personne qui va pouvoir éventuellement mettre de l'argent dans l'entreprise. Et finalement, quand on soit d'un côté ou de l'autre du spectre, il est normal de se poser quelques questions, notamment est-ce que la solution est appropriée aux contraintes ou aux usages que je souhaite, enfin, théoriquement, atteindre. Est-ce que mon produit sera utilisé comme prévu? Est-ce qu'il est complexe à mettre en œuvre? Ou est-ce que c'est une solution coûteuse à entretenir? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il est mature? Qu'est-ce qui doit être éventuellement modifié dans mon prototype, qu'est-ce qui doit être amélioré, et quelles sont les surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ou les impacts que va avoir ma solution et auxquels je n'ai pas pensé. Et finalement, pour répondre à toutes ces questions-là, il n'y a rien de mieux que de tester sa solution directement sur le terrain, avec un spectre très large d'utilisateurs. Parce que, et ça, alors c'est vrai que c'est particulièrement vrai pour les solutions urbaines, parce que les villes sont des systèmes très complexes et organiques qui évoluent en permanence. Et c'est sûr, on fait beaucoup d'efforts on a fait beaucoup de progrès dans les modélisations, mais ça reste encore des systèmes qui sont très complexes et très compliqués à modéliser dans toute leur diversité, dans la diversité de fonctions, d'utilisateurs, d'usages, d'infrastructures, etc., etc. Et donc, du coup, c'est une étape qui reste fondamentale quand on cherche à comprendre finalement ce qui marche bien ou ce qui marche moins bien dans un contexte urbain donné. Sachant qu'un produit peut très bien fonctionner dans un contexte urbain et très mal dans un autre, parce que les cultures, les usages ne sont pas les mêmes. Si je vous prends peut-être un exemple un peu plus pour imager, disons que donc je suis entrepreneur, j'invente un banc qui permet un banc pour l'espace public qui permet de recharger des appareils comme les téléphones ou les tablettes, qui permet aussi d'avoir accès à un Wi-Fi et qui est autonome en énergie. Donc, je n'ai pas besoin de connecter au réseau. C'est un vrai service supplémentaire et quelque chose qui peut être intéressant pour les villes. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, avant de lancer l'industrialisation, donc de prendre des gros risques financiers, j'ai besoin de savoir comment les gens vont l'utiliser. Est-ce qu'ils vont rester longtemps? Est-ce qu'ils viennent surtout pour l'accès Wi-Fi ou pour recharger leur téléphone ou juste pour prendre le soleil? Et dans ce cas-là, comment est-ce que j'ai besoin de dimensionner ma batterie, mon panneau solaire, parce que j'ai une recharge par panneau solaire, mon routeur pour le type d'usage que je vais avoir? Quel est le truc qui va casser tout le temps? Est-ce que je vais avoir beaucoup de dégradation? Est-ce que du coup, quels sont mes réels besoins de maintenance? Et du coup, quels sont les coûts, quels sont les coûts réels que je vais avoir sur l'intégralité de mon cycle et donc le modèle économique réaliste que je peux mettre en place. C'est aussi des questions que vont se poser les collectivités, évidemment, de savoir quels sont les usages qui vont être faits. Et en plus de ça, elles sont de l'autre côté du spectre, elles vont se dire, avant de pouvoir acheter massivement, avant de prendre elles aussi des risques financiers, elles aussi, elles ont besoin de savoir comment ce mobilier va répondre aux besoins de ses citoyens, s'il y a des impacts positifs et négatifs sur son territoire, si par exemple, je vous donne un exemple, si le produit, la nouvelle solution qui est mise sur la voirie ne va pas trop compliquer le nettoyage de cette dite voirie ou la maintenance des réseaux qui se trouvent en dessous. Donc, c'est des potentiels impacts qui sont forts et que la collectivité a besoin d'anticiper. Elle a besoin d'anticiper aussi si le déploiement n'est pas trop compliqué, si la maintenance n'est pas trop compliquée, ou au contraire, si elle demande beaucoup de ressources et du coup, à grande échelle, peut être un vrai problème dans le quotidien côté collectivité. Donc, il y a aussi un point qui est important, c'est qu'elle a intérêt à se poser la question aussi de est-ce que le nouveau produit que je vais proposer, qui est innovant, qui potentiellement répond à un usage qui est là, se fait au détriment d'un autre service. Je vous donne un exemple, je reprends l'exemple du banc. Si j'installe un grand banc sur l'espace public, je le fais au détriment de quoi? Peut-être qu'on aurait pu installer une station de Vélib ou des arceaux vélos à la place. Et finalement, qu'est-ce qui est le plus important, surtout dans un espace public, dans des villes qui ont tendance à se densifier, qui devient de plus en plus rare et sur lequel l'usage doit être vraiment réfléchi en termes de priorité. Donc, peut-être pour revenir un peu plus sur le processus expérimental, ce qu'il faut avoir en tête sur la réflexion expérimentale, c'est finalement quelques éléments, on pourrait se dire quelles sont les composantes essentielles d'un processus expérimental. Le premier, c'est de faire une bonne sélection des projets qu'on va expérimenter par une bonne connaissance des enjeux qu'on a à traiter.
Ça peut paraître très bateau ce que je dis, mais en tant qu'acteur urbain, il est hyper important de connaître ses besoins, ses nœuds, les sujets sur lesquels on a besoin d'être un peu bousculé, où on a besoin de penser différemment, où on a besoin d'être surpris, en gros, où on a besoin d'innovation. Et du coup, s'assurer qu'on va faire des identifications de projets et des expérimentations sur ces enjeux-là. Parce que si on fait des expérimentations, on peut toujours être surpris à avoir des idées neuves sur des choses qu'on maîtrise déjà bien, mais a priori, on va avoir moins d'impact et d'atouts que sur un sujet sur lequel, en fait, on n'a pas toutes les réponses. Un processus expérimental, c'est aussi un sujet sur lequel il faut faire attention à la temporalité. Donc, c'est un peu pareil sur ce que je disais par rapport à la connaissance de ces enjeux. Il faut s'assurer, notamment quand on est une collectivité, qu'on va laisser le temps à l'expérimentation de donner des résultats et pouvoir analyser ces résultats. Je vous donne un exemple. Si vous faites vous êtes une collectivité, vous avez un gros contrat d'éclairage public qui a lieu tous les 10 ans et vous relancez votre contrat. Vous savez que dans 2 ans, vous relancez votre contrat d'éclairage public. Si vous voulez repenser votre éclairage public de manière un peu innovante en intégrant des expérimentations qui puissent nourrir votre cahier des charges sur ce nouveau contrat et qui puissent influencer votre façon de penser sur ce nouveau contrat, il faut anticiper énormément sur le moment où vous allez mettre des expés. Parce que c'est sûr que si vous faites les expés 3 mois avant de lancer votre contrat, vous n'aurez pas du tout le temps d'analyser les retours. Hyper important aussi, c'est de pouvoir cadrer en amont, se dire quelles sont les hypothèses, à la fois du produit et de la solution que j'ai sélectionnée, et moi, mes hypothèses en tant que collectivité. Un autre point qui est important, c'est qu'il faut se laisser un temps de déploiement assez long. Yves en parlait tout à l'heure. Ce qui va être très intéressant, et je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure, sur le processus expérimental, ça va être la réflexion autour des usages. C'est un des seuls outils qui vous permet réellement de comprendre, parce que vous mettez quelque chose à disposition dans l'espace public ou privé, dans l'espace urbain, donc vous mettez à disposition des usagers une solution, et vous leur laissez le temps de réagir à cette solution, de se l'approprier, de voir comment est-ce qu'ils l'utilisent. C'est une des seules méthodes qui permet de faire ça et de vraiment analyser finement l'appropriation et la réflexion et le retour usager. Donc, il ne faut surtout pas se dire que mettre ça de côté. C'est hyper important de laisser un temps de déploiement suffisamment long pour pouvoir justement laisser le temps aux gens de donner leur avis, de dépasser un peu le pic effet de surprise, d'arriver à un usage courant et de voir les différents impacts par exemple de la saisonnalité ou des différentes heures de la journée, etc. Ça veut dire qu'une expérimentation, ce qui est fondamental dans une expérimentation, ça va être d'évaluer. Je ne le dirai jamais assez, il faut évaluer. Une expérimentation qui est faite, entre guillemets, juste pour donner à voir, c'est sympa, mais on ne fait finalement qu'un quart, voire un cinquième de ce qui est de l'intérêt de l'expérimentation. Ce qui va être intéressant dans une expérimentation, c'est justement qu'elle donne à voir. Donner à voir, ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir faire des feedbacks, avoir des retours sur ce qu'on a observé. Se poser les questions de quelle a été l'efficacité de ma solution, quelles sont les performances, la valeur ajoutée de la solution que j'ai amenée que j'ai proposée. Est-ce que c'est une solution qui est faisable? Est-ce que les conditions nécessaires à la réussite du projet sont là? Ou est-ce qu'elle est très complexe à mettre en œuvre? Vous pouvez avoir une solution qui est fantastique en termes d'efficacité, elle a des super impacts, tout le monde trouve ça génial, mais elle coûte très cher, elle est très compliquée à installer, et dans ce cas-là, il y a peu de chances qu'elle soit très réplicable, ou en tout cas qu'elle soit appropriée par notamment des acteurs publics. Enfin, il faut se poser la question de la durabilité. Est-ce que vous avez une solution qui a un potentiel de réplicabilité et de scalabilité, ou est-ce que c'est une solution qui est très adaptée à un contexte très précis et qui, du coup, est bien pour ce contexte-là, mais ne peut pas s'étendre? Et donc, du coup, se poser la question de quelles sont les perspectives à long terme. Voilà. Et du coup, une fois que vous avez évalué, là, vous pouvez et vous devez exploiter les résultats de ce changement d'échelle pour réfléchir le changement d'échelle. Voilà. Merci Je sais beaucoup. pas si, c'est très très clair et très éclairant surtout. Et d'ailleurs, on a reçu au passage une question de Martin Duval, mais merci Martin, qui s'interroge si dans ce processus de design et d'expérimentation, est-ce qu'il ne serait pas même envisageable de s'appuyer sur l'intelligence collective, ou en tout cas l'association des usagers, pour concevoir le prototype lui-même. Donc on est plus dans la question du co-design de l'innovation en association avec l'utilisateur final avant même d'aller sur la phase d'expérimentation. Un avis là-dessus?
Complètement. Alors en fait, je ne l'ai pas précisé, mais une expérimentation, quand je parle d'entrepreneur ou d'innovateur, elle peut venir de n'importe où. Elle peut venir évidemment d'une start-up, mais elle peut venir d'une PME, elle peut venir d'une grande entreprise, elle peut venir de la collectivité elle-même, elle peut venir d'un architecte, d'un designer, et elle peut venir bien sûr d'un citoyen, d'un habitant ou d'une association de quartier. Nous, quand j'étais à l'Urban Lab, on a testé des solutions qui étaient proposées par des collectifs, qui étaient proposées sur des réflexions autour du lien social. Donc, il n'y a pas de limite. Et au contraire, de se dire qu'en fait, l'innovation est cantonnée à un petit cercle d'entrepreneurs, c'est se couper d'un champ des possibles qui est très, très, très vaste. Sur la co-construction, oui, c'est un vrai sujet, se dire en fait comment est-ce que potentiellement il y a une idée qui arrive d'un entrepreneur X ou Y et qui est ensuite co-construite avec les habitants. En fait, c'est un peu ça l'expérimentation quand vous y pensez. Se dire en fait, je propose quelque chose et je regarde comment les habitants se l'approprient, ce qu'ils en disent, ce qu'ils préfèrent pas, la façon dont ils l'utilisent que je n'avais pas du tout anticipé. Et ben c'est ça, c'est faire de la co-construction. La co-construction très pratique, en fait, on n'est pas au tout départ du processus, mais qui marchera peut-être mieux parce qu'il y a quelque chose, en fait. Il y a quelque chose de palpable, il y a quelque chose d'essayable sur lequel on peut réagir. Parfois, c'est plus compliqué de partir de la page blanche. Donc, c'est une façon de faire de la co-construction, à condition qu'on soit dans un processus très ouvert sur lequel, en tant qu'innovateur, en tant que futur acheteur, on ait bien conscience que ce qu'on essaye, ce n'est pas le produit fini. C'est vraiment une des boucles du processus de conception. Et donc, que du coup, on soit prêt à entendre et à modifier en conséquence de ce qu'on a entendu et vu la solution qu'on a proposée. Juste pour préciser un autre petit point, une autre façon aussi de faire de la co-construction, ce n'est pas forcément de la faire sur les solutions elles-mêmes, mais c'est sur l'identification des besoins. Là, en effet, ça peut être aussi extrêmement utile, et moi je le conseille toujours, de faire de la réflexion citoyenne avec les habitants, avec les usagers, enfin les utilisateurs de la ville, que ce soit les étudiants, les touristes, les habitants, etc. De réfléchir à quels sont leurs besoins, leurs envies, la façon dont ils voient l'espace qu'ils utilisent, la façon dont ils habitent cet espace, et du coup, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qui les fait réagir. Et donc, ça voudra dire que déjà, dans l'identification des besoins, vous avez eu ce dialogue, vous avez enclenché une réflexion qui est commune et qui, a priori, vous permettra d'avoir des enjeux qui sont déjà plus dans une réflexion collective et participative. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous prendre encore une minute, Alban? Je crois que vous deviez partir, mais on a reçu une dernière question d'Anaïs Gruel. Comment est-ce qu'on peut cadrer les phases d'évaluation dont vous parliez juste avant, et sur quel acteur on peut s'appuyer pour cette étape qui nécessite quand même des compétences assez spécifiques? Si vous pouvez répondre en une minute pour qu'on ne prenne pas trop de retard, ça serait parfait. Alors, je vais vous donner la façon dont on le faisait à l'Urban Lab, sur lequel on a beaucoup réfléchi, donc je pense qu'elle n'est pas totalement idiote. Nous, on avait 2 niveaux d'évaluation. On mettait un premier niveau d'évaluation au niveau de l'entrepreneur, c'est-à-dire que l'entrepreneur avait une responsabilité vis-à-vis de l'évaluation de son expérimentation. Pourquoi? Parce que la personne qui va venir expérimenter a elle-même des attentes très précises. Elle a des hypothèses très précises, des questions très précises auxquelles elle veut répondre. Qui peuvent intéresser l'ensemble de la collectivité ou l'ensemble du groupe qui est intéressé par l'expérimentation, ou pas, qui peuvent être des choses très techniques qui finalement auront moins d'intérêt dans une réflexion globale. Donc, c'est important d'avoir cette évaluation déjà qui est faite au niveau du projet. Aussi parce que ça met le porteur de projet dans une dynamique qui est une bonne dynamique et qui est pas là, qui montre qu'il n'est pas là juste aussi pour faire de la communication de bas étage, entre guillemets. Ça a un biais qui est très fort, c'est que du coup, c'est pas neutre. C'est une évaluation qui, par nature, ne sera pas neutre. Pourquoi? Parce que, évidemment, la personne va défendre son projet et c'est tout à fait normal, elle est là pour ça. Du coup, nous, on mettait en place un deuxième niveau d'évaluation qui s'appuyait en partie sur ces évaluations de terrain, mais qui aussi menait des évaluations propres, qui en effet nécessitait beaucoup de moyens. Donc, on faisait en partie, nous, l'Urban Lab, on était une entité
indépendante, on faisait une partie de l'évaluation et on allait chercher des cabinets extérieurs, donc avec des compétences très particulières, par exemple en sociologie, en urbanisme, en analyse d'impacts environnementaux, en analyse d'impact, en réflexion logistique, par exemple en fonction des projets qu'on a et qu'on accompagne. On se fait accompagner dans ces phases d'évaluation par des consultants, des ingénieries qui vont venir amener un regard vraiment extérieur et neutre et des méthodes d'analyse qui vont permettre d'avoir une évaluation qui soit la plus pertinente possible. Il y a plein de façons, il y a plein de modèles qui sont possibles. Dans tous les cas, ce qu'il ne faut pas négliger, et vous avez mis le doigt dessus, c'est que ça prend du temps, des compétences et donc du coup des moyens financiers. Et donc il faut mieux en fait être dans une réflexion où on fait un petit peu moins d'expérimentation, mais on les évalue bien et donc on met du budget pour, plutôt qu'essayer d'essaimer au maximum sans mettre en place une démarche d'évaluation qui soit très, très cadrée. Ça fait un peu plus qu'une minute, désolé. Pas de souci. Mais je crois que la boucle est bouclée puisqu'on revient sur la question de l'évaluation dont nous parlait Yves au début avec tout le travail mené à Toronto avec Element. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. On va vous libérer. François, je veux bien que tu fasses monter Charlotte sur scène, s'il te plaît. Merci encore, Alban. Merci Yves. On aura l'occasion de se reparler prochainement, j'espère. Et n'hésitez pas à contribuer sur la plateforme de l'innovation urbaine qu'on lance aujourd'hui aussi, la place de l'innovation urbaine. Tout ce que vous venez de dire, je pense, pourra nourrir énormément la concertation telle qu'on va la mener au cours des prochains mois. Merci à tous les deux et à très bientôt. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Charles, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Bon, on est ravis d'être avec toi, Charlotte. Donc, tu es le président de Cap Digital, notre président, et on va te laisser le mot d'introduction pour, après cette plongée dans le sujet, s'accorder un petit peu sur ce qu'est la place de l'innovation urbaine et qu'est-ce que l'on va pouvoir faire au sein de cette concertation au cours des 3 prochains mois. Oui, un grand merci à Alban et à Yves. Yves que j'ai hâte d'entendre mardi pour un développement de ce qui est fait, qui colle assez vraiment aux idées qu'on défend chez Cap Digital. Alors peut-être Cap Digital en 2 mots pour les centaines de personnes qui nous entendent aujourd'hui. Cap, en quelques mots, c'est création 2006, hein, c'est un pôle créé en 2006, donc ça fait déjà un peu plus de 15 ans. Un collectif d'innovateurs hein, qui s'intéresse au grand marché européen. Environ 1000 structures adhérentes, essentiellement des startups et des PME, plus de 850, mais quelques grands comptes qui nous sont bien utiles pour aussi expérimenter et travailler avec nos startups et PME sur des innovations. 70 universités, laboratoires de recherche, et puis des collectivités et des investisseurs. Alors, vous voyez tout de suite l'intérêt que nous avons dans la collaboration de ces différents écosystèmes. Et donc, nous avons renforcé notre engagement en direction du numérique et de l'écologie avec l'intégration d'Advent City en 2018, qui nous a poussé à essayer de trouver quel était finalement l'engagement de Cap Digital, plutôt connu pour ses relations avec la technologie et avec le citoyen sous différents angles, quelle était cette relation avec finalement le territoire, avec la ville. Et donc, on a porté énormément de projets à différentes échelles territoriales. Je parlais de 3 projets, hein, qui est juste à titre d'exemple, mais je pense au projet que nous avons mené avec la ville d'Antony hein, sur l'innovation pour la qualité de l'air de la ville, avec ce suivi de la qualité, avec 3 ou 4 partenaires. Ou bien au niveau régional, je parlais du TIGA, hein, le territoire d'innovation, de grande ambition, construire au futur et habiter le futur. Donc c'est tout ce qui concerne l'habitat de demain. Et là, c'est un énorme projet, plus de 120 partenaires, 310 millions de budget, une forte participation du PIA, mais également de la région Île-de-France. Et puis un 3e niveau hein, que je pousse depuis plus d'1 an, mais qui était déjà engagé avant mon arrivée à la présidence, c'est le niveau européen. Et avec une très forte équipe chez CAP qui travaille sur ces sujets-là et qui ont gagné récemment un projet qui s'appelle AI for Cities. L'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour réduire les émissions de CO2 dans la ville,
et se conformer aux accords de Paris. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est le côté européen, hein, puisque sont associés dans ce projet européen les villes d'Amsterdam, de Copenhague, d'Helsinki, de Stavanger en Norvège, de Paris bien sûr, et Tallinn en Estonie. Donc c'est un grand projet H2020. Donc je dirais que on a cette connaissance et on a cette envie de travailler sur l'innovation urbaine. Et je dois avouer, hein, j'étais très fier des équipes qui ont entre guillemets gagné cette possibilité de travailler avec le ministère de la Transition écologique et avec le CEREMA sur le lancement de cette concertation nationale, place de l'innovation urbaine. Parce qu'elle a motivé, et bien sûr les équipes internes au sein de CAP, mais on a senti également, du fait de la diversité de nos adhérents, une très forte mobilisation de ceux-ci, hein, des grandes entreprises, hein, des grands constructeurs qui sont membres chez nous, mais également de nos startups, de nos PME, des laboratoires de recherche. Et donc tout ça, ça se marie très très bien avec avec les besoins et avec l'envie de faire chez Cap Digital. Donc je dirais un grand merci au ministère de la Transition écologique, un grand merci au CEREMA pour leur confiance dans notre capacité à les accompagner sur le développement de cette concertation. Hein, cette concertation donc qui va regrouper dans les 3 mois qui viennent, hein, donc les villes, les aménageurs, les PME, les grands groupes, les cabinets d'études dont on parlait tout à l'heure, les architectes, etc., avec 3 objectifs, hein, bien entendu: identifier les différents blocages de cette innovation urbaine, identifier et trouver des solutions, et puis bien entendu faire remonter d'ici avant Noël un certain nombre de propositions au ministère pour être capable d'engager dès janvier 2021 un certain nombre de projets. Voilà un petit peu, Antoine, ce que je voulais vous dire ce matin. Encore merci à tous ceux qui nous accompagnent et qui nous écoutent ce matin, et à tous ceux qui sont intervenus. Et puis je crois que maintenant je laisse la parole à François, c'est ça, pour une Oui, démonstration de la plateforme. exactement. Merci beaucoup, Charles. C'était très éclairant et je pense que c'est important d'insister sur la dimension très ouverte et très transparente qu'on a voulu donner à cette concertation, ouverte à la fois dans, tu l'as dit, la pluralité et la diversité de tous les acteurs de l'innovation urbaine qui sont invités à participer à cette concertation, transparente dans le sens où on a monté, on va le voir avec François, un site de concertation qui laisse vraiment et donne à voir toutes les idées qui vont pouvoir être remontées par les parties prenantes. Et on a tenu aussi à ce que cette concertation, elle vive online et offline, c'est-à-dire qu'elle vit dans le temps long sur ce site de concertation qu'on va voir dans quelques instants, mais elle vit aussi, et c'était très important pour nous, à travers des ateliers territoriaux qui vont avoir lieu, on le verra tout à l'heure avec le CEREMA, dans toute la France. Et ça, c'est important, je pense, pour noter vraiment toute la dimension nationale du projet, et aussi s'attacher et explorer à ce qu'évoquait Alban tout à l'heure, l'impact que peuvent avoir les différentes configurations, les différences culturelles, les différentes villes et à leurs échelles, dans la façon dont on peut promouvoir et rapprocher, parce qu'en fin de compte, c'est l'idée, rapprocher l'innovation des territoires. Voilà, donc merci beaucoup, Charles, pour ce mot d'introduction. Et je donne tout de suite la parole à François qui va nous présenter en détail la concertation online, donc le site place-innovation-urbaine.fr. Merci Charles et merci Antoine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc on va en profiter effectivement pour vous parler un peu des bonnes pratiques ou du fonctionnement de la plateforme. Vous allez voir, hein, c'est assez rapide et c'est assez simple. Normalement, vous voyez tous la fenêtre partagée. Quand vous arrivez sur le site, il y a 2 choses très importantes à faire. C'est d'abord vous créer un compte. Alors, la partie créer compte va se trouver dans concertation, tout en haut à droite, vous cliquez dessus. Je présenterai après l'ensemble de la page d'accueil. Quand vous arrivez sur cette page-là, vous avez une partie connexion. Vous avez ensuite créé un compte. Et ensuite, il n'y a plus qu'à faire toutes les manips que vous avez certainement l'habitude de faire. Voilà, quand vous
vous allez vous créer un compte sur différents sites internet. Ça, c'est la première chose à faire. Alors, si nous revenons en arrière, la deuxième chose, c'est que vous allez voir apparaître sous le premier bandeau une phrase qui vous indique en fait et qui vous propose de participer à un court sondage. Ce sondage-là, il est important parce que ça permet un petit peu de connaître votre rapport à l'innovation urbaine, hein, puisque vous le voyez dans le titre tout en haut, et surtout c'est quelque chose d'assez rapide à remplir puisque vous avez jusqu'à 6 thématiques, pour ne pas dire 6 questions auxquelles vous pouvez répondre. Voilà comment ceci se présente. Donc ça, voilà, les deux premières choses, on va dire, importantes à faire lorsque vous arrivez. Quand vous êtes sur la page d'accueil, avant que je vous présente le reste de la concertation et les deux onglets à propos et points de vue, cette page d'accueil-là, je vais essayer de dézoomer un tout petit peu, comme ça permettra de meilleure navigation. Vous allez dans un premier temps trouver une partie qui s'intitule « Les ambitions », qui est juste une introduction assez rapide du projet, mais c'est toujours bien d'avoir ce discours-là pour commencer. En dessous, vous allez retrouver ce que l'on appelle la concertation en 3 séquences, sachant qu'actuellement, nous sommes dans la partie « Partageons nos besoins », mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans la partie concertation après. Cette partie « Partageons nos besoins » va être ouverte jusqu'à peu près la même période d'ouverture de la prochaine, c'est-à-dire aux alentours du 12 octobre, pour Imaginons des solutions. Donc là, l'idée, c'est tout simplement que vous puissiez inventer ensemble les services ou les outils que l'on pourrait commencer à développer. Et pour la troisième partie de cette concertation, qui sera, elle, ouverte à partir du 2 novembre, on sera plus sur la construction des outils, et l'idée étant de définir les services et les fonctionnalités attendues d'une plateforme d'open innovation urbaine, car l'idée, on n'a peut-être pas encore parlé pour l'instant de ce projet, c'est qu'il y ait une phase de concertation jusqu'à la fin de l'année et que cette phase de concertation aide à mettre ou pas en avant l'idée de créer une plateforme d'open innovation. Voilà la concertation en 3 séquences. Sur la même page, vous allez retrouver donc la partie actualité. Alors, en ce moment, on a tout simplement l'événement qui a lieu ce matin, sur lequel vous pouviez toutes et tous vous inscrire. Et on a en parallèle cet après-midi, comme l'a un petit peu évoqué Laetitia Dutuba dans le chat tout à l'heure, on va avoir 2 ateliers territoriaux qui vont s'organiser en simultané. Il y en a un qui s'organise à Paris et il y en a un qui s'organise à Lyon. Alors, ceux-ci ne sont pas forcément ouverts à tout le monde, hein, c'est sur invitation parce que l'idée, c'est de faire des événements on va dire, à effectif, entre guillemets, plus réduit. En revanche, si vous n'y participez pas, et même si vous y participez, bien sûr, vous recevrez un compte-rendu, ou en tout cas, ce compte-rendu-là, vous pourrez le voir apparaître dans un des onglets que je vous présenterai tout à l'heure. On a une timeline qui représente, on va dire, de façon graphique, la genèse un peu du projet, avec une phase bêta-test pendant toute la partie de l'été, les dernières mises à jour jusqu'au 23 septembre, et du coup, le lancement officiel depuis la semaine dernière, jusqu'au kick-off, donc qui a lieu ce matin, et les 2 ateliers territoriaux de cet après-midi. Cette phase bêta-test, elle nous a énormément aidé parce qu'elle a été faite avec un comité opérationnel qui aujourd'hui représente 30 structures. Vous pouvez les voir sous les yeux, vous retrouvez l'ensemble des logos tout en bas de la page, et on les remercie une fois de plus d'avoir participé à cette phase de bêta-test et de nous accompagner aujourd'hui dans l'évolution et le développement de la plateforme. Une fois que nous avons fait le tour de la page d'accueil, je reviendrai sur la partie concertation après, nous avons 2 autres onglets. Le premier s'intitule « À propos ». C'est voilà, une mise en avant, ou plutôt à nouveau une introduction sur pourquoi la plateforme de l'innovation urbaine, mais c'est aussi l'occasion d'y intégrer un document de présentation que nous appelons la note de présentation, qui est un document qui est déroulé sur cette page et qui est très intéressant parce que ça permet, au-delà de ce que l'on se dit aujourd'hui,
de prendre connaissance un petit peu plus en détail du projet en lui-même, et aussi et surtout, si vous souhaitez en parler autour de vous, il ne faudra surtout pas hésiter à utiliser ce document de présentation qui est vraiment le plus complet possible. Je reviens en arrière. Sur cette même page, donc, nous retrouvons 3 éditos. Celui donc de Charles Huot, président de Cap Digital, celui de Stéphanie Dupuis-Lyon, qui est la directrice générale de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Et nous avons également un troisième édito de la part de Yannick Prébet, qui est le directeur du CEREMA Territoire et Ville. Voilà, ça permet aussi d'avoir une introduction de ces intervenantes et de ces intervenants. L'onglet point de vue, qui est un onglet intéressant, voire capital. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une mise en avant d'articles, d'interviews ou d'analyses, d'où l'intitulé point de vue, de différentes personnes qui souhaiteraient tout simplement mettre en avant des documents ou des études sur lesquelles ils ont travaillé. Alors, vous pouvez le voir sur cette page-là, on en a déjà quelques-uns, c'est vraiment intéressant. On a soit un condensé de l'article ou de l'interview avec, on va dire, l'article dans son intégralité, soit des choses qui sont déjà sur le site dans leur intégralité. Donc, merci déjà à François, à Marie, à Françoise, à Pietro et à Catherine, ainsi que Sébastien, d'avoir participé à cette partie point de vue-là. On fera en sorte, bien évidemment, d'en rajouter au fur et à mesure pour continuer à l'alimenter. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à y aller assez régulièrement. Voilà de ce qu'il en est pour la page d'accueil. On va arriver à la partie, on va dire, la plus intéressante de cette plateforme. C'est la partie concertation. Alors, vous avez, une fois que vous avez créé donc, ce compte, vous avez 2 façons d'aller sur la partie concertation. Soit vous cliquez directement dans l'onglet qui se trouve ici, soit vous cliquez directement dans « Je participe ». Voilà. Donc, il y a 2 chemins différents pour y arriver. Si vous cliquez sur la partie concertation, donc on arrive dans la première phase, intitulée « Partage nos besoins ». Vous pouvez voir aujourd'hui que nous en sommes à 13 participants, 32 contributions et 18 messages. Ce que vous avez la possibilité de faire quand vous êtes sur cette partie-là, c'est que vous pouvez soit démarrer une discussion. Alors, il va falloir que je me connecte. Je vais d'ailleurs faire la manip en direct. Voilà. Une fois que vous êtes dessus, tac, vous avez soit donc la possibilité de démarrer une discussion, vous écrivez le titre, vous écrivez votre message, et vous avez aussi également la possibilité de répondre à une discussion qui a déjà été lancée, sachant que dans la discussion qui a déjà été lancée, soit vous mettez quelque chose par écrit, soit vous avez la possibilité de réagir via ces petits émoticônes qui se trouvent sur votre droite et qui sont assez pratiques, et vous pouvez même également rajouter des mots-clés. Ce qu'il est très important de faire lorsque vous démarrez une discussion, que vous répondez à une de ces discussions-là, vous allez retrouver ça dans la partie qu'on a intitulée consigne, c'est de bien préciser à chaque fois le hashtag avec le profil sur lequel en fait vous êtes inscrit. Par exemple, hashtag maître d'ouvrage, hashtag opérateur urbain, etc., etc. Et à titre d'exemple, démarrer la discussion par en tant que hashtag maître d'ouvrage, je considère que la principale difficulté est. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important à faire, donc n'oubliez surtout pas de le faire. Vous avez également sur votre droite une partie filtre qui vous permet en fait de trier les discussions, les messages les plus récents, de mettre en avant les contributions, l'aperçu des messages et les messages les plus complets. Voilà, c'est pareil, c'est assez simple d'utilisation. Vous pouvez voir déjà que, comme je l'ai dit au tout début, il y a quelques contributions qui ont été mises en ligne, hein, donc n'hésitez surtout pas à y participer et à en parler le plus autour de vous, parce que cette plateforme elle est ouverte au plus grand nombre. L'idée aussi, dans le fait de faire un événement aujourd'hui pour
pour lancer le projet, vous présenter la plateforme en ligne, c'est de vous redonner un petit peu les bonnes pratiques pour que vous puissiez en parler un maximum autour de vous. Je précise que sur cette page-là, donc en plus de la page d'accueil, vous pouvez également retrouver la partie sondage. Si jamais vous n'avez pas eu le temps d'y répondre ou vous n'y avez répondu qu'en partie, donc vous l'avez ici, en haut à gauche, et vous l'avez également dans cette partie-là. Prenez ensuite quelques minutes. Voilà. L'idée, c'est quand même de le faire dès le départ, comme ça c'est fait, et puis ça vous permet, comme je vous le disais aussi, de vous introduire dans le projet, mais vous pouvez aussi totalement le faire après, ça ne pose pas de problème. On retrouve également la partie point de vue que je vous ai présentée tout à l'heure. Ça, la partie administration, c'est quelque chose que vous n'aurez pas, hein, parce que sommes peu évidemment nombreux à être administrateurs. Et vous avez aussi également la partie synthèse, qui pour l'instant n'est pas remplie, hein, mais l'idée c'est de la remplir au fur et à mesure via des synthèses qui seront faites en fonction des contributions qui seront mises en ligne. Donc, vous aurez la possibilité de les retrouver sur cet onglet-là. Et nous ferons également assez régulièrement des synthèses envoyées dans les boîtes mail si vous n'avez pas forcément le temps d'aller directement les consulter ici. Vous avez la possibilité aussi, lorsque vous êtes toujours sur cette même page, de cliquer sur la partie thème et vous allez retrouver dans cette partie-là les 3 phases de la concertation. Donc, celle qui est actuellement ouverte, partageons nos besoins, imaginons des solutions et construisons les outils. Voilà. Pour l'instant, imaginons des solutions et construisons les outils ne sont pas encore accessibles. La deuxième phase, elle, le sera à partir du 13 octobre, comme vous pouvez le voir ici. Petite chose à vous rappeler que je n'ai pas forcément précisé dès le départ, en termes de navigation, dès que vous avez besoin de retourner sur la page d'accueil, vous avez juste à cliquer sur le logo et vous arrivez directement dessus. Voilà de ce qu'il en est de la présentation d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été le plus claire possible pour vous. N'hésitez pas à nous interroger si vous avez des questions par rapport à ça. Et je tenais à le préciser, un tutoriel en version PDF sera mis en ligne d'ici demain et qui reprend tout simplement l'explication que je viens de vous donner. Comme ça, vous aurez également un support papier et ça peut vous aider au fur et à mesure, même si voilà, l'utilisation, comme vous avez pu le voir, est quand même assez simple. Super, merci beaucoup François. On va donc envoyer ce tuto par mail et on vous donnera aussi une adresse mail contact si vous rencontrez des difficultés spécifiques ou autres. Vous pourrez nous contacter directement ou nous poser toutes vos questions. Voilà, donc ça c'était pour la partie concertation online, mais comme je le disais juste avant, la concertation place de l'innovation urbaine, elle se passe aussi au plus près des territoires avec des ateliers territoriaux qui sont préparé et animé par le CEREMA. Le CEREMA qui joue vraiment un rôle clé dans ce projet. On voulait le souligner à nouveau et c'est pour ça qu'on laisse la parole dès maintenant à Florent Boitias et Olivier Bachelard du CEREMA pour nous présenter un petit peu l'implication du CEREMA d'une part et les ateliers territoriaux d'autre part. Messieurs, vous avez la parole. Alors, Fabien, on ne vous entend pas. Peut-être qu'il y a un problème de branchement du micro ou du casque, je ne sais pas, mais on ne vous entend pas du tout. Alors, en attendant que ça se résolve, je précise que Florent Boitias, que vous voyez à l'écran, est responsable de la mission Ville et Territoires Intelligents, et Olivier Bachelard, qui est à gauche de l'écran, hors champ pour le moment, et chef de projet Innovation urbaine et aménagement opérationnel au CEREMA. Est-ce que vous pouvez réessayer de parler, messieurs, pour voir si on vous entend bien? On va vous réinviter à monter sur scène. C'est les joies du direct sur les webinars. On a toujours un petit souci technique, sinon ce n'est pas rigolo. Christian nous dit, si ça passe, c'est juste qu'ils ne disent rien. Voilà, on va essayer de les refaire monter sur scène.
J'en profite pour répondre à la question de Jean-Noël qui posait la question des dates jalons sur les 3 phases de concertation sur la plateforme. Alors, la première concertation, on le rappelle, c'est le partage des besoins qui va se dérouler jusqu'au 12 octobre. Ensuite, on va passer à la seconde phase. Oui, on vous entend. Merci beaucoup, Florent. Je finis juste cette petite présentation. Donc, première phase, partage des besoins jusqu'au 11 octobre sur la place de l'innovation urbaine. Deuxième phase, imaginons des solutions, donc inventer ensemble les services et outils à développer pour accélérer l'innovation urbaine dans les territoires, qui, elle, va être conduite jusqu'au 12 novembre, puis on rentrera dans la dernière phase qui va nous amener juste avant les vacances de Noël, autour du 18 décembre, qui est celle de la construction des outils. Donc l'idée, c'est vraiment de digérer, entre guillemets, tous les retours qui nous sont faits sur les freins et les solutions pour construire ensemble les bonnes solutions, donc les outils, les process, les méthodologies qu'on va proposer et remonter au ministère juste avant Noël. Voilà pour les grandes phases. Florent, Olivier, c'est à vous. Oui, bon, désolé pour ce petit problème technique. Bonjour à tous. Et d'abord, merci à Cap Digital, à la DHUP d'avoir fait confiance au CEREMA sur ce projet de plateforme de l'innovation urbaine. Alors, le CEREMA, c'est un établissement public qui soutient l'innovation depuis sa création, en fait. Le CEREMA investit massivement dans la recherche appliquée, notamment à travers son Institut Carnot Climadapt, qui est dédié à l'adaptation au changement climatique. Et puis le CEREMA, c'est aussi un ancrage territorial très très fort, avec une trentaine de sites répartis sur tout le territoire national, du moins en métropole. Notre spécificité, c'est d'être en fait facilitateur de l'innovation, c'est-à-dire apporter de l'expertise métier dans les domaines de l'ingénierie des territoires, du bâtiment, de la mobilité, de l'environnement, pour bien définir le besoin auquel répond l'innovation et assurer sa bonne intégration dans les usages, et aussi minimiser son empreinte écologique, y compris par des logiques de participation dont on a parlé tout à l'heure. L'idée, en fait, c'est que l'innovation hors sol ne fonctionne pas, en réalité. Il faut mettre du métier, du participatif pour que ça marche. Alors, il y a 2 volets d'intervention du CEREMA. Le premier, c'est un accompagnement de proximité aux collectivités qui souhaitent relever les défis de la transition écologique. À ce titre-là, le CEREMA souhaite embarquer dans cette aventure un maximum, enfin pleinement en tout cas, les villes petites et moyennes dans ce dispositif pour qu'aucun territoire en fait ne soit oublié. Et puis le deuxième volet, il s'adresse plus aux startups, aux PME. C'est finalement notre contribution à cette plateforme de l'innovation urbaine. Elle s'inscrit dans une démarche qu'on va lancer le 6 octobre prochain qui s'appelle la démarche CEREMA Lab. CEREMA Lab, c'est un dispositif spécifique pour mettre l'expertise technique du CEREMA, sa R&D, ses plateformes technologiques, sa proximité avec les territoires au service des PME innovantes et des startups. L'objectif, c'est d'accélérer les projets et d'augmenter les impacts réels au cœur des territoires. C'est favoriser aussi à travers ce dispositif le transfert de technologies, de méthodologies, d'encourager les partenariats publics-privés pour développer l'innovation de nos entreprises au bénéfice de la transition écologique dans les villes et les territoires. Donc ça fait sens avec notre participation à ce projet, la logique du CEREMA tournée vers l'innovation, vers les entreprises et les territoires. Donc le CEREMA est toujours soucieux d'être au plus près des besoins des territoires et des entreprises. Et c'est le sens de la démarche de concertation qui est lancée aujourd'hui pour co-construire un dispositif qui soit pleinement opérationnel et utile à tout le monde. C'est dans cette optique que le CEREMA va organiser des ateliers interrégionaux cet automne qui commencent cet après-midi. Et donc, je laisse la parole à Olivier Bachelard qui va vous en présenter plus en détail l'organisation et le déroulement. Bonjour à tous. Bonjour à tous, vous devez m'entendre là, petit problème à nouveau de bouton. Les ateliers, donc c'est une partie d'échange en effet entre la DHUP, Cap Digital et nous dans le cadre
du comité directeur et il est apparu évident que d'organiser des ateliers en région ou dans ce cas en interrégion, puisqu'il y en aura 7 au total. Il y en a un organisé par Cap Digital dès cet après-midi en parallèle en Île-de-France, en parallèle de celui de Lyon. C'est un moyen à la fois de commencer à faire réseau entre les porteurs d'innovation, les acheteurs entre guillemets d'innovation que sont les collectivités, les aménageurs, les promoteurs et les facilitateurs comme les services de l'État, comme le CEREMA, comme l'ADEME par exemple, en région, donc commencer à faire réseau et en même temps participer d'une autre manière à cette grande concertation dont les résultats des ateliers seront donc versés à terme en termes de contribution sur la plateforme globale qu'on vous a présentée tout à l'heure. Donc les ateliers rapidement, nous on en organise 6 en région, donc celui de Lyon, on remercie le Tuba de nous accueillir cet après-midi et de co-organiser avec nous cette première session. Donc c'est environ une demi-journée, 3 heures et demie d'échange organisé cet après-midi dans un tour de table, une séquence sur les freins à l'innovation relativement large, type brainstorming, et ensuite un certain nombre de témoignages aussi qu'on veut équilibrer justement entre les collectivités aménageurs et les startups entreprises sur les blocages éventuels de certains projets et la manière de lever ces blocages, en tout cas échanger autour de cela. Et puis une troisième partie plus orientée dès cet après-midi sur les outils qu'on pourrait développer, plateforme numérique, dispositifs d'accompagnement, formation, animation, et qui pourraient intéresser les différents acteurs et correspondre à leurs besoins. Donc les autres ateliers auront lieu un peu plus tard. Les villes qui sont déjà préidentifiées globalement sont Tarbes, Dunkerque, Mulhouse, également Angers et une dernière ville qui sera sur le pourtour méditerranéen, mais qu'on n'a pas encore sur laquelle on n'a pas encore de validation. Donc on communiquera à la fois Cap Digital, le ministère et nous sur ces prochains ateliers dans les semaines qui viennent. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Donc, Tarbes, Dunkerque, Mulhouse, Angers et une ville du pourtour méditerranéen qui reste à définir. Si certaines personnes autour de la table aujourd'hui ont envie de participer à ces ateliers, qu'ils n'hésitent pas à nous écrire en réponse du mail qu'on vous envoie cet après-midi en remerciement, et on verra si on peut vous affecter entre guillemets à ces ateliers qui, on peut peut-être le préciser quand même pour des raisons évidentes de sécurité sanitaire, vont se tenir pour une bonne partie d'entre eux via des outils distanciels. En distanciel. Voilà. Oui. Très bien. Le Lyonnais, le premier est en présentiel cet après-midi uniquement, mais les prochains seront au moins en partie en distanciel. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Je ne vois pas de questions qui sont arrivées dans l'onglet questions pour le moment. Si vous en avez, n'hésitez pas à en poser à Florent et Olivier. On y répondra. Mais on va tout de suite passer la parole à Jean-Marie Kemener du ministère de la Transition écologique. François, je veux bien que tu te fasses monter sur scène, s'il te plaît. Et si vous voulez poser des questions à Olivier, posez-les maintenant. On y répondra juste après l'intervention de Jean-Marie. Alors, Jean-Marie se prépare à monter sur scène, comme on dit. Le voilà. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. On vous laisse la parole pour le mot de conclusion. Quelle lourde responsabilité de conclure après l'ensemble des interventions que nous avons entendues. Juste pour vous dire que donc, voilà, je suis Jean-Marie Kemener, je travaille pour la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Et de manière assez concrète, en fait, je travaille sur la politique publique en fait, de l'innovation urbaine, d'où le partenariat avec Cap Digital que nous avons noué pour redonner un petit peu de corps aux actions publiques en matière d'innovation urbaine. Alors, peut-être une conclusion en 4 petits points, vous dire ce qu'on a fait jusqu'à présent, les défis d'aujourd'hui, vous dire pourquoi on cherche à innover. Finalement, c'est peut-être aussi une question qu'on peut se poser. Et puis, vous ouvrir quelques perspectives.
Alors, d'abord, vous dire où est-ce qu'on en est. Politique publique d'innovation urbaine, en fait, ça fait un peu plus de 10 ans que ça dure aujourd'hui, avec un moment politique qui avait été très fort au moment du Grenelle de l'environnement, où Jean-Louis Borloo, à l'époque, avait dit qu'il fallait fixer l'objectif de repenser en fait, la conception de la ville pour l'intégrer en fait, dans la trajectoire du développement durable. C'était l'ambition du Grenelle, ça avait été un moment très riche avec un des grands moments de partage sur des visions autour de la ville qui ont donné lieu en fait à deux grands types d'actions publiques en matière de ville durable que vous connaissez probablement. La première grande action qui fonctionne toujours très bien aujourd'hui, c'est la démarche écoquartier qui a permis de faire émerger en fait plus de 500 projets d'écoquartier. C'est une démarche qui est aujourd'hui assez plébiscité par les élus dans les collectivités de toute taille, ce qui est intéressant en matière d'innovation parce que beaucoup des retours que nous avons du territoire nous font dire que certains se sentent exclus de l'innovation, des capacités à innover parce qu'ils sont trop petits, trop loin de Paris, etc. Donc Écoquartier porte cette ambition qui est plutôt intéressante et qui présente beaucoup de succès. Deuxième pilier à cette démarche du plan Ville durable, donc lancé par Jean-Louis Borloo, c'était la démarche Écocité. Alors l'ambition d'Écocité, c'était de transformer un territoire urbain à une grande échelle en innovant sur tout un tas de domaines comme la mobilité, le bâtiment, etc., etc. C'est une démarche qui avait reçu le soutien du programme d'investissement d'avenir à l'époque. On était déjà à un moment de relance économique, c'était en 2008. Et ça a permis, avec 500 millions d'euros, de financer plus de 450 actions innovantes et de tester, en fait, dans des villes, des choses aussi variées que de l'éclairage à LED qui s'allume en fonction de la densité des personnes sur le trottoir, par exemple, des transports en commun en site propre, plus ou moins électriques, etc., etc. Donc, démarche Écocité, démarche Écoquartier, les deux piliers du plan Ville durable. Et aujourd'hui, on en est à 10 ans de ce plan. On en a tiré en fait le bilan au début de cette année sous l'égide donc de Julien de Normandie, à l'époque ministre de la Ville, et puis la secrétaire d'État à l'écologie. Dresser le bilan qui nous a permis de relancer une nouvelle dynamique. Alors, après 10 ans, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une appétence pour l'innovation, quelles que soient les échelles, c'est intéressant. Mais il y a des sujets en fait sur lesquels on a encore du travail à faire. Il y a ce sujet de l'évaluation. Alban Godard tout à l'heure en a parlé. Comment est-ce qu'on évalue l'innovation et comment est-ce qu'on l'évalue au regard de ce qu'on veut faire en fait. Il y a un autre enjeu qu'on a eu du mal à traiter finalement, c'était dans ces programmes l'ambition de la réplication. Avec cette idée que finalement la politique publique, elle devait soutenir l'innovation pour faire émerger des solutions qu'on allait pouvoir répliquer. Et là, on a sans doute mal évalué en fait le fait que chaque territoire obéit à des dynamiques différentes, à des rencontres entre acteurs différents et à des problèmes différents. Et la réplication n'est pas toujours une question facile. Voilà. Donc si je devais un petit peu me pencher sur les défis d'aujourd'hui, alors bien sûr, on a toujours cette question du développement durable, alors qui est renforcée de manière significative par la question du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité. Aujourd'hui, la problématique de la ville, c'est faire face, par exemple, aux îlots de chaleur en été, c'est faire face à la consommation de l'énergie, c'est faire face aussi au fait que la biodiversité disparaît, et c'est dans ce contexte d'ailleurs que le gouvernement a mis en place l'objectif de zéro artificialisation nette qui nous impose finalement de repenser la conception de la ville pour que cette ville soit peut-être moins dense, mais à tout le moins consomme moins les ressources naturelles et les espaces agricoles. Dans les défis du moment, il y a un défi dont on a parlé en introduction, c'est celui du numérique, qui vient complètement bousculer en fait les usages de la ville et même la manière de la concevoir. Alors, c'est pas anodin parce qu'en fait, ça renvoie à des usages de la ville qui sont parfois inconnus. Qui aurait dit il y a 10 ans en fait que l'essentiel de la mobilité douce serait aussi assuré par des trottinettes électriques en ville? Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, et c'est bien le numérique est bien un des facteurs de développement de ce type d'usage-là. On a d'autres défis aussi devant nous qui sont pas évidents à traiter. Le premier défi, c'est celui du temps.
L'aménagement urbain, son échelle de temps, c'est la décennie, voire plus que ça. Dans les échelles de temps, en fait, on a des temps qui sont très différents. Il y a le temps des attentes sociales, qui est très rapide, avec aujourd'hui des questions qui se posent. On voit par exemple, je parlais des trottinettes électriques, est-ce que c'est un effet de mode? Ça n'existait pas il y a 10 ans, est-ce que ça existera l'année prochaine ou dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. La question du temps, c'est aussi celle du temps du mandat politique. Le mandat des élus territoriaux, c'est 6 ans. Le temps d'aménagement, c'est une décennie. Le temps de la mode et de l'usage, c'est parfois beaucoup plus court. Et donc, du coup, dans la conception en fait, de l'aménagement urbain de la ville, il y a cette question de l'articulation des temps qui n'est vraiment pas évidente. Au-delà de ça, se pose aussi la question des modèles économiques. Quel modèle économique pour orienter la fabrique de la ville? Et aujourd'hui, on est en plein dedans avec cette question du zéro artificialisation nette, parce que, quoi qu'on en dise, construire de la maison individuelle sur jardin, ça coûte infiniment moins cher et c'est infiniment plus rentable que de faire du recyclage urbain. Donc, on est devant ces gros défis dont les cartes sont encore rebattues avec l'épidémie Covid aujourd'hui, qui repose ces questions sur quelle est la ville qui est désirable. Est-ce que c'est une ville dense et servicielle ou est-ce qu'au contraire c'est une ville où nos concitoyens sont peut-être moins les uns sur les autres. Voilà, à ceci s'ajoutent les enjeux territoriaux qui ne sont pas évidents en France avec qu'on fait les épisodes Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, l'ambition politique sur laquelle on travaille, c'est celle de la ville sobre en énergie, sobre en carbone, sobre en consommation de ressources naturelles et espaces naturels. C'est la ville résiliente, la ville qui sait faire face en fait aux chocs qui sont liés à des crises, qu'elles soient des crises météorologiques, sanitaires ou sociales. Et c'est aussi la ville inclusive pour faire en sorte que chacun de nos concitoyens trouve en fait les services dont il a besoin en ville, voilà, pour qu'il puisse y vivre normalement. Voilà, donc dans cette perspective-là, on se pose la question de l'innovation. Alors, pourquoi innover? Comment innover? Alors, nous, on défend 3 axes d'innovation. Il y a bien sûr le besoin d'innover au plan technologique, avec tous les espoirs portés, notamment par les technologies numériques, pour faire face à cette question de la transition. Mais nous avons à cœur, en fait, que cette innovation technologique ne masque pas non plus l'innovation par la méthode. Autrement dit, aujourd'hui, ce qui peut faire innovation, ce sont aussi des solutions qui sont robustes et éprouvées, mais qui sont combinées de manière inédite, de telle sorte qu'elles puissent faire face aux enjeux qu'on a à traiter aujourd'hui. Et enfin, il y a un dernier axe d'innovation auquel nous croyons beaucoup, c'est celui de l'inclusion sociale. Ça, c'est tout l'enjeu de la fracture territoriale que j'évoquais tout à l'heure. Et cette dimension de l'innovation, c'est une des richesses, par exemple, des enseignements de la démarche écoquartier, où nos concitoyens ont été associés en amont de la construction de leur lieu de vie, et derrière, deviennent maîtres en fait, des usages en fait, de ces lieux de vie. Donc, inclusion sociale, un peu ces 3 axes. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de faire des partis pris entre le low-tech, le high-tech. L'idée, c'est vraiment de donner en fait le goût de l'innovation, de supporter l'innovation et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'intelligent pour faire face à cette transition et l'accélérer. Derrière les enjeux d'innovation, il y a aussi des enjeux plus économiques, en termes de filière économique. L'idée, c'est toujours d'aider nos entreprises à conquérir des marchés. Et donc, on a cette question aussi de créer des démonstrateurs qui soient quelque part un petit peu vitrines, de telle sorte qu'ensuite, on puisse acquérir un certain rayonnement. Voilà. Alors, si je poursuis vers des perspectives, il reste quand même des freins à lever. On a parlé de l'évaluation tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'une innovation est intéressante et performante, notamment au plan environnemental, social et économique? Dans les freins à lever, il y a souvent la question du droit. Le leitmotiv qu'on entend beaucoup de notre fenêtre d'administration, c'est « le droit nous empêche d'innover ». Alors là, à ce sujet-là, je souligne que énormément de simplifications normatives qui sont intervenues au cours de ce mandat gouvernemental, mais aussi au cours du mandat précédent. Et la loi Elan, par exemple, de novembre 2018, porte un certain nombre de dispositifs expérimentaux et de dérogations à des règles dans le but d'innover dans certains périmètres. Voilà. Et puis, derrière l'innovation, dans le frein à lever, il y a aussi persuader d'y aller.
Je suis toujours assez surpris de ces discours qu'on entend en disant l'innovation, c'est pas pour nous parce qu'on est trop petit, parce qu'on n'a pas la capacité. L'innovation, c'est difficile, donc on préfère faire ce qui a toujours bien marché. Donc je trouve que l'ambition en fait de la politique publique qu'on doit mettre en place aujourd'hui, c'est mettre en capacité en fait les acteurs d'innover et en favorisant aussi leurs rencontres. C'est tout à fait la philosophie dans laquelle on s'inscrit dans ce cadre de la place de l'innovation urbaine. Alors, au niveau de la direction générale, là, on essaye d'innover nous-mêmes. Hein. C'est une formidable mise en abîme avec deux types de dispositifs qu'on teste. Aujourd'hui, un dispositif de lab, ça s'appelle le Lab 2051. Il a été lancé ces jours-ci dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. L'idée, c'est d'incuber, de sourcer en fait des projets d'aménagement urbain qui sont les plus innovants ou qui présentent une forte ambition en termes de performance environnementale, sociale et économique. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les porteurs de projets à ce que leurs idées, leurs concepts deviennent des démonstrateurs et qu'on arrive à passer à cette phase de mise à l'échelle et de test grandeur réelle. Donc le Lab 2051, il s'appelle 2051. Pourquoi ? Parce que 2050, en fait, c'est l'horizon de nos politiques publiques, qu'elles soient françaises ou européennes, sur le climat. Et 2051 nous permet déjà d'imaginer le monde d'après. On teste aussi cette idée de plateforme de l'innovation urbaine sur laquelle nous travaillons avec Cap Digital, où l'idée, c'est vraiment de favoriser la mise en réseau en fait, des acteurs publics et privés, avec des sphères, des fois, qui s'ignorent ou qui répondent à des logiques qui sont tout à fait différentes. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur l'intermédiation pour faire en sorte que les univers se rencontrent et favorisent ainsi la concrétisation de projets démonstrateurs. Toutes ces réflexions s'intègrent dans un cadre beaucoup plus large, en fait, parce que dans le cadre du plan de relance, le président de la République a annoncé une relance par l'innovation avec la mise en place d'un nouveau programme d'investissement d'avenir sur lequel on cherche à trouver une place pour l'innovation urbaine. Aujourd'hui, il y a des axes qui ont déjà été lancés autour des filières hydrogène, de la physique quantique. Et l'idée pour nous, dans les mois prochains, c'est d'insérer aussi une dynamique d'innovation soutenue par PIA sur l'innovation urbaine. On ne sait pas aujourd'hui très bien ce que ça va donner, mais nous avons besoin de nous alimenter de vos retours, de vos débats pour alimenter la construction de ce type de programmes nationaux qui vont nous permettre de construire de l'innovation sur au moins une décennie. Voilà, et à tout ceci s'ajoute notre volonté de nous arrimer aussi aux démarches européennes. La Commission européenne, dans le cadre du Green Deal, a lancé une initiative sur des villes sobres en énergie et neutres en carbone à l'horizon 2050. Et nous travaillons en lien avec les autorités européennes pour voir comment est-ce qu'on peut aussi insérer les dynamiques françaises à cet univers européen qui nous permet de faciliter des échanges et puis d'apprendre aussi des autres. Voilà pour une conclusion certes bien longue, mais qui, j'espère, vous donne un peu de perspective sur nos axes d'action. Merci beaucoup Jean-Marie. On a vu dans le chat des réactions et notamment une forte adhésion à cette question de l'articulation des temps que vous avez évoquée au début et qui, pour le coup, est intersectorielle et qu'on retrouve dans énormément de sujets. Et déjà des questions qui commencent à émerger, mais qui sont pour moi autant de matières qui doivent alimenter la concertation. Bertrand Billou nous demande comment est-ce qu'on arrive à pousser la dynamique d'innovation, culture du test and learn auprès des acteurs publics qui gèrent de l'argent public et d'autres acteurs privés qui n'ont pas forcément la culture de l'échec. Ça, c'est typiquement un des freins que vous commencez à identifier et que vous nous remontez, qui est un frein culturel pour le coup, mais qui est un frein et qui doit pouvoir alimenter et qu'on va faire remonter dans cette première phase de regroupement des besoins que nous ouvrons aujourd'hui. Donc, Jean-Marie, je ne sais pas si vous voulez répondre, c'est pas forcément directement le propos, mais en tout cas un bon frein qui remonte. Et une autre question qui là aussi nous est remontée par Jean-Noël, qui touche à la question de l'augmentation de l'énergie électrique consommée pour l'utilisation des réseaux haut débit, et qui est bien à la croisée entre ce que vous disiez sur à la fois les enjeux d'innovation technologie et la finalité, qui est celle de la sobriété des territoires, qui est l'un de vos enjeux majeurs. Pareil, une très bonne question, peut-être un frein à remonter. Et je ne sais pas si vous voulez réagir, Jean-Marie, sur ces deux points, mais en tout cas, je suis
de mon côté, heureux de voir que ça y est, la concertation a commencé et que les besoins et les freins sont déjà mis en partage. Oui, c'est difficile de réagir tant les questions sont larges et nécessiteraient d'importants développements et peut-être plus éclairés que les miens. Oui, effectivement, dans le frein et à l'innovation, en fait, on se rend bien compte qu'il y a deux écosystèmes d'acteurs qui réagissent avec des déterminants qui sont très différents. C'est la puissance publique dans laquelle je mets l'État et les collectivités territoriales, qui sont les donneurs d'ordre de l'aménagement urbain, par exemple. Et d'un autre côté, les acteurs privés, pour lesquels, comme vous le soulignez, l'échec est pas possible ou se présente de manière différente. J'ai pas la recette miracle en fait pour faire pour lever ces freins-là. Moi, je pense que côté puissance publique, il est important pour nous de montrer que les dispositifs existent pour accompagner en fait la prise de risque sur l'innovation. Parce que moi, ce que j'identifie, c'est finalement cette aversion à la prise de risque qu'il faut peut-être pallier, contourner en fait, en démontrant qu'il existe des dispositifs de droit, des dispositifs financiers, des dispositifs assurantiels qui permettent de prendre ce risque-là. Après, la volonté politique, elle est ce qu'elle est, voilà, et on ne pourra pas non plus tordre le bras en fait à des élus qui sont de toute façon souverains sur leur territoire. Sur les questions d'énergie, alors les questions d'énergie, elles sont aussi abyssales dans le domaine de l'innovation. Nous, ce qu'on a vu avec le programme Écocité, c'était la difficulté que nous avions à évaluer la performance environnementale de l'innovation. Parce que c'est très difficile quand on est face à une solution innovante, de se dire en quoi cette innovation est plus performante sur un axe donné, sur un axe défini, qu'une autre solution. Et c'est très difficile de construire un référentiel d'évaluation. Donc la question, elle est abyssale. Notre volonté, en fait, c'est surtout d'abord d'essayer de tester. C'est bien pour ça qu'on souhaite faire des démonstrateurs. Et je pense que ce qui est important, c'est de monter des dispositifs d'évaluation qui soient robustes et partagés, qui nous permettent ensuite de se dire, par rapport à l'expérimentation qu'on a conduite, c'est peut-être une bonne idée et alors ça ouvre une perspective. C'est peut-être pas une bonne idée et alors il faut peut-être réorienter l'action, réorienter le projet. Voilà, c'est des questions très larges, on en a bien conscience et j'espère que vous continuerez à alimenter le débat sur ces enjeux-là parce qu'ils sont très nourrissants pour nous. Merci Jean-Marie. Je remonte aussi une observation partagée dans le chat par Claire Guérard qui nous indique qu'elle va mener une mission en tant qu'anthropologue pour accompagner un immeuble innovant sur Paris. Et ça me fait penser, on l'a peut-être pas assez souligné, mais qu'on a besoin effectivement de cet apport des acteurs des sciences sociales, des sciences humaines et sociales, et que dans toute la pluralité des acteurs qu'on souhaite impliquer dans cette contribution, les académiques évidemment sont plus que nécessaires, mais qu'on a besoin aussi des chercheurs qui travaillent sur ces enjeux d'anthropologie, de sociologie, de l'innovation, et que voilà, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Midi 29, on arrive au terme de ce webinaire. Je voulais remercier tous les intervenants très chaleureusement et prendre un moment aussi pour remercier les 30 partenaires membres du comité opérationnel et les nommer puisqu'ils sont vraiment des acteurs essentiels de la conduite, de la préparation et de la réussite de ce projet. On va les retrouver dans l'animation de la concertation à toutes les échelles, que ce soit sur les ateliers territoriaux et sur la plateforme. Donc merci à eux. Merci à l'ADEME, merci au CEREMA, merci au ministère de la Transition écologique évidemment, merci France Ville Durable, la Ville de Paris, la Ville de Nevers, Toulouse Métropole, Montpellier Méditerranée Métropole, le territoire de la côte ouest de l'île de la Réunion, EPA Marne, la Solidéo, la Vitem, le pôle Fibre Énergie Vie, le Tuba, Engie, Vinci, Orange, Dassault Systèmes, le groupe Arcade Vive, le groupe Bouygues, les Mousquetaires, Artelia, Kizio Digital, 3DS Outscale, Deepkey, Morning, l'école des ponts Paris Tech, l'université Gustave Eiffel et l'Institut Mines Télécom. Voilà, merci à eux, merci à tous. Ce webinaire va vous être envoyé automatiquement en replay dans quelques minutes dès qu'on aura fermé la session. Voilà. J'ai hâte et on a tous hâte de vous retrouver au sein de cette concertation, à la fois sur le site place-innovation-urbaine.fr et au sein des ateliers territoriaux qui vont se dérouler jusqu'à la fin du mois de décembre dans toute la France. Merci à toutes, merci à tous. On vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt.
Merci Jean-Marie.